Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de votre dose d'actualité japonaise. Au programme cette semaine, un missile nord-coréen qui a survolé le Japon, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Je vous parlerai des conséquences que ça a eu ici au Japon et aussi du système d'alerte national qui a été déclenché après ce tir. Ensuite, on verra que le Japon s'est fait un peu taper sur les doigts par un comité des Nations Unies pour la façon dont sont pris en charge certains types de handicap dans le pays. Il y a un gros retard par rapport à d'autres pays développés, surtout en ce qui concerne la réinsertion et les conditions de vie. Je vous en dis plus dans quelques minutes. Pour terminer ce journal, on parlera d'immobilier, plus précisément de Kyoto, où les prix des logements seraient en train d'augmenter fortement. Je vous expliquerai les raisons de cette augmentation, ses conséquences et aussi ce que la ville a prévu de faire pour essayer de mettre un terme à tout ça. En fin de vidéo, je ferai une annonce importante à propos du petit journal du Japon, donc si ça vous intéresse, eh bien restez bien jusqu'à la fin. Vous en avez sûrement entendu parler cette semaine, mais la Corée du Nord a lancé plusieurs missiles cette semaine en direction du Japon. Rien de très nouveau jusque-là, puisque depuis le début de l'année, il y a eu pas moins d'une vingtaine de lancements de missiles, et je vous en ai d'ailleurs jamais parlé, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose à dire sur le sujet. Mais cette semaine, c'était un peu différent, puisque mardi, ils ne se sont pas contentés d'aller faire chier les poissons dans la mer du Japon, mais un missile a carrément survolé le pays pour la première fois depuis 5 ans, et il est allé tomber dans l'océan Pacifique. Comme toujours, les États-Unis et le Japon en première ligne ont fermement condamné ce nouvel essai, le qualifiant, je cite, de décision dangereuse et irresponsable, et en ajoutant que cette action était déstabilisante et était aussi un mépris complet des résolutions du Conseil de sécurité. Évidemment, Kim Jong-un, une telle déclaration, eh bien, ça lui en a touché une sans faire bouger l'autre. Et puis, entre nous, même si évidemment ces essais sont condamnables, faut bien reconnaître que dire que c'est un mépris flagrant et complet du Conseil de sécurité, alors que la Russie est un membre permanent de ce même conseil, c'est quand même un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Enfin bon, toujours est-il que mardi matin, les habitants du nord-est du pays ont reçu une alerte leur disant de se réfugier dans des abris. Des trains ont été arrêtés pendant 20 minutes à Hokkaido et à Aomori. Et à Sapporo, eh bien, même le métro s'est arrêté un peu, le temps que le gouvernement dise qu'il n'y avait pas de danger. Pour alerter tout ce beau monde, c'est le système J-Alert créé en 2007 qui a été utilisé. Alors, c'est pas le même système qui réveille les Japonais quand il y a un typhon ou un séisme dans une zone précise. Ça, c'est un autre système. Non. J-Alert, c'est un système national qui utilise les satellites de télécommunication pour activer automatiquement tous les moyens de communication d'urgence, comme les diffusions à la télévision, à la radio et sur les smartphones évidemment, et encore les sirènes d'alarme dans toutes les communes qui sont concernées, menacées par un danger imminent. Il est donc activé seulement lors de lancement de missiles balistiques vers le Japon, c'est pour ça qu'il n'est jamais activé quand les missiles tirés ne survolent pas le pays, ou quand il y a de terribles catastrophes naturelles comme en mars 2011 par exemple. Par contre, c'est pas non plus super au point leur système, puisque mardi, 9 villes ont reçu l'alerte alors qu'elles n'étaient pas du tout sur le trajet du missile. Du coup, le secrétaire général du cabinet du Japon, Hirokazu Matsuno, que les fidèles du petit journal connaissent bien maintenant, a dû faire des excuses publiques et a promis que le gouvernement allait corriger tout ça rapidement. Pour en revenir au missile, d'après les estimations sud-coréennes et japonaises, il aurait parcouru entre 4500 et 6000 km à environ 1000 km d'altitude et il s'est écrasé dans l'océan Pacifique à 3200 km des côtes japonaises. Avec une telle portée, il pourrait atteindre l'île américaine de Guam et c'était d'ailleurs tout le but de l'exercice, puisque si l'on en croit certains experts, eh bien Kim chercherait à montrer que son arsenal est dangereux et que ça lui permettrait peut-être d'être pris au sérieux à la table des négociations avec les États-Unis pour obtenir éventuellement la levée de sanctions internationales. Enfin voilà, c'est sûrement pas la dernière fois que la Corée du Nord va lancer un missile et c'est probablement pas non plus les protestations ou les appels des instances internationales qui risquent d'avoir le moindre effet. Et en parlant d'organisations internationales qui appellent les pays à changer mais qui se prennent toujours des gros vents, cette fois ce sont les Nations Unies qui ont rappelé le Japon à l'ordre pour sa façon de traiter les personnes atteintes de handicap et comme vous allez le voir, eh bien là non plus c'est pas gagné. Il y a quelques semaines donc le Comité des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées a rendu les conclusions de son évaluation sur la situation au Japon. Et à cette occasion, il a exhorté le pays à améliorer significativement et rapidement le traitement des personnes atteintes de troubles psychologiques. Parce que d'après ce rapport, ces personnes seraient souvent simplement enfermées dans des établissements
pendant de très longues périodes. Le comité a aussi appelé au passage le gouvernement japonais à faire plus pour que les enfants atteints de troubles mentaux ou du développement puissent recevoir une éducation digne de ce nom. En fait, le Japon a signé en 2014 la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap. Mais il reste encore un énorme fossé entre la situation sur l'archipel et les buts qui ont été fixés par cette convention. On reproche entre autres au pays d'avoir une politique discriminatoire et de violer le droit de certaines personnes en les hospitalisant de force, par exemple. Le comité a aussi demandé aux autorités japonaises de s'excuser et de fournir un soutien aux personnes qui avaient été stérilisées de force pendant plusieurs décennies après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, en 1948, le pays a mis en place une loi de protection eugénique et on estime que jusqu'aux années 70, il y aurait eu pas moins de 16 000 Japonais atteints de maladies mentales ou de handicap qui auraient été stérilisés de force. Et le gouvernement japonais ne se serait jamais vraiment excusé ni n'aurait compensé ses victimes, même s'il y a eu des actions en justice par des personnes demandant donc des dommages et intérêts, même jusqu'à très récemment. Pour en revenir à ce comité, il s'est réuni à Genève pour faire part de ses conclusions et à cette occasion, un de ses membres a demandé à un représentant japonais ce qui était fait par le pays pour permettre aux personnes ayant un handicap de vivre seules et de faire partie de la société. Et ce brave homme aurait répondu que les hôpitaux psychiatriques du pays n'étaient pas entourés par des murs infranchissables et que certaines personnes internées pouvaient même voir des cerisiers et faire des pique-niques et que du coup tout allait bien et il n'y avait rien à faire. Ça n'a évidemment convaincu personne et on est à des années-lumière du niveau de réinsertion que cherchent à atteindre justement les pays ayant signé la convention dont j'ai parlé plus tôt. Parce que d'après de nombreux témoignages, la solution de base au Japon, c'est d'interner quelqu'un et de le laisser dans une institution le plus longtemps possible, dans des conditions pas toujours idéales, voire même parfois exécrables. D'ailleurs, une étude de l'OCDE de 2014 avait bien montré que le Japon avait proportionnellement 4 fois plus de lits dans des hôpitaux psychiatriques que la moyenne des autres pays. En ce qui concerne l'éducation des enfants atteints de handicap cette fois, il y a là aussi beaucoup de boulot, même si depuis 2013, une loi autorise les parents à décider s'ils veulent que leur enfant soit mis dans une école spéciale ou dans un établissement classique. Mais il y a beaucoup de mauvaise volonté aussi et de réticence, et j'ai lu notamment le témoignage d'une personne qui expliquait qu'au collège, quand sa fille, qui est atteinte d'un léger handicap, avait demandé s'il était possible d'imprimer les tests un peu plus gros, avec des caractères plus gros pour qu'elle puisse les lire plus facilement, on lui avait répondu que c'était pas possible parce que ça demanderait trop de travail au professeur, Bichette le pauvre, comme si imprimer une copie de test en police 23 au lieu de 12, ça allait lui prendre des heures. Voilà, faut quand même pas déconner. Alors, attention, tout n'est pas non plus sans espoir pour les enfants dans cette situation et il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, en tout cas au moins à Yokohama, et j'imagine que dans d'autres villes c'est la même chose. Voilà. D'après le site officiel de la ville, et aussi d'après ce que j'ai entendu par des élèves qui ont justement des enfants avec des handicaps légers, il y a plusieurs possibilités pour ces enfants. Il y a des choses qui sont faites pour rendre les cours classiques plus accessibles, avec par exemple des méthodes d'enseignement ou du matériel adapté. Il y a aussi des classes spéciales dans toutes les écoles primaires et dans tous les collèges publics de la ville où il y a moins d'élèves et où le programme est adapté à chaque enfant. D'après ce que j'ai entendu par un de mes élèves, dans la classe de sa fille, il y a des enfants d'âge différents qui sont ensemble puisqu'il n'y a pas assez d'élèves pour faire des classes entières. Ensuite, dans 22 écoles de la ville, il y a des cours spéciaux supplémentaires pour aider les enfants qui ont des handicaps légers à pouvoir suivre une scolarité normale. Et enfin, vous avez des écoles spéciales en fonction du type de handicap et de sa gravité. Voilà, c'est un sujet que je ne maîtrise pas plus que ce que j'ai lu dans les articles ou à travers du témoignage de mes élèves. Donc vraiment, si vous voulez témoigner sur le sujet ou y apporter des précisions, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager ça avec tout le monde. Sans transition, nous allons parler maintenant de Kyoto et du prix de l'immobilier dans la ville qui serait en forte augmentation à cause des investisseurs japonais et étrangers. En fait, avec la réouverture des frontières qui va enfin avoir lieu et qui était pressentie depuis quelques temps maintenant, les logements de l'ancienne capitale sont de plus en plus demandés et ça entraîne forcément une hausse des prix qui risque à terme de provoquer un exode des jeunes et donc d'entraîner une baisse des taxes perçues par la ville. Et tout ça, ça fait pas les affaires de la ville, surtout que depuis la fermeture des frontières, elle est dans une situation financière très difficile et que même si ça réouvre, elle va sûrement mettre encore quelques années avant de se renflouer. Du coup, pour lutter contre ça, la mairie de Kyoto prévoit d'instaurer à partir de 2026 une taxe sur les logements non occupés
pour dissuader justement certains acheteurs qui n'ont pas l'intention d'y vivre à temps complet. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui achètent pour ensuite relouer aux touristes et il y en a aussi qui achètent simplement une maison secondaire à Kyoto et qui n'y passent finalement que quelques semaines par an. Apparemment, il y a même de plus en plus d'acheteurs étrangers qui rachètent des immeubles entiers pour des centaines de millions de yens, donc des millions d'euros, et d'après le président chinois d'une agence immobilière installée à Kyoto, il recevrait pas moins de 4 ou 5 demandes par jour de personnes résidant principalement en Chine ou à Hong Kong et qui veulent acheter des immeubles d'habitation à Kyoto. Depuis le début de l'année, la demande serait déjà revenue à 80% de son niveau d'avant Covid et son agence aurait servi d'intermédiaire à la vente de 6 immeubles au centre de Tokyo depuis le début de l'année. Alors, pourquoi autant de Chinois veulent acheter des immeubles à Kyoto? D'abord, parce que la ville attire beaucoup de touristes, je ne vais rien vous apprendre, qu'ils soient chinois ou non. Et ensuite, le prix de l'immobilier est beaucoup plus bas à Kyoto que dans des villes chinoises comme Pékin ou Shanghai par exemple. Donc c'est un très bon investissement, surtout avec le cours du yen qui s'est cassé la gueule depuis quelques temps. Résultat, d'après une étude, le prix moyen des appartements neufs à Kyoto aurait bondi de 30% entre 2018 et 2021, tandis que ceux dans les 23 arrondissements de Tokyo, pendant la même période, auraient pris 12% et ceux d'Osaka 20%. Il faut savoir aussi que malgré cette hausse, le prix du mètre carré à Kyoto reste beaucoup plus faible que dans les deux autres villes, puisqu'il faut compter 865 000 yens à Kyoto, ça fait environ 6 100 euros le mètre carré, contre 1,3 million à Tokyo, ça fait 9 200 euros le mètre carré, et 936 000 yens à Osaka, soit 6 600 euros le mètre carré. En plus de la popularité de la ville et de la forte demande, la hausse des prix vient aussi du fait qu'il y a très peu de nouveaux immeubles construits et qu'à Kyoto, il y a une loi de 2007 qui impose que tous les nouveaux immeubles doivent faire moins de 31 mètres de haut pour préserver le paysage de la ville. Plus de demandes et moins d'offres, fatalement, les prix explosent et l'exode de la population se fait déjà sentir, puisque l'an dernier, la ville a perdu 5200 habitants. La mairie espère du coup couvrir 15 000 propriétés avec sa nouvelle taxe, ce qui lui permettrait de récupérer quand même 860 millions de yens l'année de sa mise en place. Voilà, on ne sait pas comment sera utilisé tout cet argent, mais le maire de Kyoto, Daisaku Kadokawa, a dit qu'il comptait renforcer les mesures pour permettre aux jeunes de continuer à vivre, à travailler et surtout à élever leurs enfants à Kyoto. Espérons qu'ils tiennent parole et que cette nouvelle taxe évitera que la ville ne se dépeuple trop. Voilà pour les nouvelles de la semaine. Passons maintenant à l'annonce à propos de ce format. Alors je ne vais pas y aller par 4 chemins, vous venez de regarder le dernier petit journal du Japon, en tout cas sous cette forme. Voilà, désolé pour cette mauvaise nouvelle un peu directe, mais il y a 2 raisons principales à cette décision que je vais vous expliquer maintenant. La première, c'est simplement un problème d'emploi du temps. Voilà, comme vous le savez déjà, si vous êtes fidèle à la chaîne, je passe pas mal de temps à faire ce journal. Et même si j'ai un peu levé le pied depuis la rentrée, j'y passe quand même toujours tous mes vendredis soirs, samedi soir et dimanche soir, sans compter les autres moments ou les autres soirs de la semaine où je réponds aux commentaires et où je cherche des articles. Bref, ça me prend déjà pas mal de temps, mais à partir de la semaine prochaine, je vais recommencer à donner des cours les lundis et les vendredis soirs jusqu'à 21h. Donc j'aurai encore moins de temps à consacrer que maintenant à la chaîne et au journal. Et du coup, il a fallu que je fasse un choix. Ce qui m'amène à la deuxième raison, c'est simplement que ce format n'a jamais vraiment décollé. Voilà, ça se prête peut-être pas à YouTube, ou ça vient simplement de la qualité des vidéos qui n'est pas au niveau, des vignettes ou autres, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait mon maximum depuis bientôt un an. Et même si le nombre de vues moyen de ce type de format a augmenté petit à petit, le journal n'est pratiquement pas mis en avant par YouTube. Il y a toujours environ 70 à 75% des vues qui viennent seulement des abonnés, de vous. Et comme j'en gagne très peu, environ 250 par mois, et encore ce trimestre j'en ai gagné 30% de moins que le trimestre précédent, je pense que le moment est venu de changer quelque chose et peut-être de passer plus de temps sur d'autres types de vidéos. Voilà, ce qui est vraiment très difficile à faire si je dois en plus continuer le journal chaque dimanche. Je vais être honnête avec vous, au début je pensais faire ce journal pendant 2-3 mois pour voir et puis arrêter rapidement si ça décollait pas. Mais j'ai continué parce que vous avez été très nombreux à me soutenir et à être fidèles semaine après semaine. Voilà. Du coup, j'ai fait ça 6 mois, puis après avoir créé mon compte Patreon et activé le bouton merci sous les vidéos, certains d'entre vous ont été vraiment très généreux et m'ont soutenu activement sur les 2 plateformes. Et je les en remercie vraiment. C'est grâce à eux que j'ai continué ce journal jusqu'à aujourd'hui.
Si vous en faites partie, vous vous reconnaîtrez, merci à vous. Mais malgré tout ça, je vois bien que les vidéos du journal ont une durée de vie extrêmement limitée et que passer quelques jours, voire de temps en temps quelques semaines, vraiment, elles ne font plus aucune vue après. Alors que d'autres formats, forcément, continuent à en faire même plusieurs mois après leur mise en ligne. Voilà. Alors, je ne suis pas étonné, c'est le format qui veut ça, mais j'espérais quand même que ça marcherait mieux et qu'en proposant quelque chose de différent, j'arriverai à me démarquer des autres youtubeurs Japon et à développer la chaîne un peu plus rapidement. Peut-être qu'en continuant pendant des années, au bout d'un moment, ça aurait marché. Je sais pas, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, malheureusement, mon temps et mon portefeuille ne sont pas infinis et je peux évidemment pas me permettre de refuser des cours pour donner la priorité à la chaîne. Voilà. Donc je vais recommencer à bosser plus le soir et ce sera du coup trop difficile pour moi vraiment de continuer ce journal en plus des autres vidéos. Parce que bien entendu, si j'arrête le journal, ça ne veut pas dire que j'arrête les vidéos ou que j'arrête YouTube. J'ai bien l'intention de continuer à sortir des vidéos très régulièrement, mais je ne peux pas tout faire, donc j'ai décidé d'arrêter le petit journal pour donner la priorité à d'autres types de vidéos. Dernier mot, par contre, comme je suis toujours l'actualité à titre personnel, je sortirai peut-être de temps en temps des petites vidéos sur des sujets d'actu qui m'auront intéressé. Et évidemment, s'il y a une grosse nouvelle autour du Japon, je vous en parlerai aussi. Enfin voilà, j'aurai encore plein de choses à dire sur le sujet, mais je ne vais pas vous tenir à la jambe plus longtemps. J'espère que ce dernier petit journal vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez faire un petit geste avec le bouton merci ou souscrire à la chaîne avec le bouton rejoindre qui est sous la vidéo normalement ou avec Patreon dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Merci encore à tous ceux d'entre vous qui ont cru à ce format et qui m'ont soutenu pendant toute cette année, que ce soit par des likes, par des commentaires, par des dons ou simplement en regardant les vidéos chaque semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut tout le monde!